Dis-moi, tu penses qu'on va arriver où cette fois? Tant qu'on n'a pas de portail, comme je t'ai dit, tout ira bien. Oui, ça j'ai compris, mais... Ah, ben ça y est, je sais où on doit aller. Oh non, je vais encore être malade. Allez, arrête un peu de parler un petit peu. Allez, viens, partons à l'aventure, let's go! Bon, pas trop le choix au final. Allez. Bon, arrivé en douceur pour une fois. Alors? Ah. Mais aïe, pourquoi je me pète toujours la gueule à chaque fois? Chut, Mais tais-toi! Regarde, un nouvel objet. on peut y toucher, t'y penses? N'y touche même pas cette fois. Ok. Ça te dit un truc par contre? Et c'est quoi ce château là? Mais oui, bien sûr. Comment ça? En 1986 est sorti un jeu intitulé Castlevania sur Famicom, Disk System, Nintendo Entertainment System ou NES directement, bande d'arcade, Amiga, Commodore 64 et DOS. Il est développé et édité par Konami. Au moins à cette époque-là, ils étaient quand même un peu plus sympas, contrairement à aujourd'hui. Wouhou! On y incarne un chasseur de vampires, Simon Belmont, armé du fouet, Vampire Killer, et d'armes secondaires telles que la croix, la hache, le bénite, etc. Un jeu structuré en 6 niveaux avec des trajets qui divergent dans les niveaux où se trouvent de nombreux ennemis et de nombreux pièges. Et à la fin de chaque niveau, on se retrouve face à un boss. Sans oublier que même si le jeu s'inspire du roman de Dracula de Bram Stoker, il n'en est absolument pas l'adaptation. L'époque et le contexte sont fondamentalement différents. En 1986 sur MSX2 sort Vampire Killer. Il sort quelques semaines après l'opus sur Famicom. Alors que les deux ont dû être développés en même temps, chacune des deux versions exploite au mieux les capacités techniques et respectives des machines. Alors que l'épisode sur Famicom est centré sur l'action et Vampire Killer lui joue plus la carte de l'exploration. Même si la notion de jeu d'aventure n'est pas nettement définie, le mécanisme de Vampire Killer ne s'appuie que sur la partie recherchée. Les niveaux ont besoin de fouiller et explorer, mais toujours les uns après les autres. Car sans retour arrière possible, ce qui peut parfois être un petit peu problématique. En 1987 sur NES, Castlevania 2 Simon Quest est comparé aux autres jeux sortis à la même époque. Ce jeu dispose d'une grande durée de vie. Tout à fait, car là, ils introduisent des éléments de recherche et de RPG. Le joueur doit acheter des objets pour lui permettre d'explorer de nouvelles zones et de combattre les ennemis plus efficacement, mais il doit aussi parler à de nombreux villageois afin d'obtenir des informations nécessaires à la progression de l'aventure. Localisation d'un fragment de Dracula, comment traverser un endroit spécial ou trouver un objet utile, sachant que la plupart des villageois racontent des mensonges. En outre, le jeu propose une alternance jour et nuit. De jour, Simon peut parler aux villageois et utiliser les services de la ville. De nuit, les monstres doivent subir 2 fois plus de dégâts pour mourir, mais il laisse une récompense plus importante lorsque Simon en vient à bout. De plus, les villes sont envahies de zombies, de chauves-souris et autres bestioles, et donc l'alternance jour et nuit ne s'applique cependant pas au manoir. Il est à noter aussi que, contrairement à l'opus précédent, il n'y a que 2 mètres de donjon. En 1988 sur bande d'arcade et en 2006 sur PS2 sort Haunted Castle. Il est composé de 6 niveaux chronométrés. Le joueur incarne Simon Belmont. Ce personnage voyage beaucoup, dis donc. Oui, bon. Il peut attaquer avec son fouet, sauter et utiliser des armes secondaires. Il peut se retrouver sur des monstres et consomme aussi des cœurs à chaque utilisation. Bon, on peut dire un peu comme dans la majorité des Castlevania. Le joueur peut porter une seule arme à la fois et, cependant, le fouet de Simon peut évoluer en Morgenstern, puis en épée afin d'augmenter les dégâts infligés aux ennemis.
En 1989 sur Game Boy sort Castlevania The Adventure et ce jeu fait mal aux yeux. Je te l'accorde, car le déroulement de ce Castlevania diffère en de nombreux points des autres volets de la saga. À la même époque, et tout spécialement le premier Castlevania qui pose la base, en effet, à la différence de l'ensemble des volets de la série, le héros ne dispose de aucune arme secondaire, mais en collectant des améliorations du fouet, et peut projeter des boules de feu. Cependant, chaque fois qu'il est touché, le fouet de Christopher perd un niveau de puissance initiale, que le joueur peut perdre également une vie. La disposition générale des niveaux est également différente, les escaliers étant remplacés par des cornes. Bon, on essaie de faire vite, hein. Je suis pas à l'aise ici, moi. Bon, on va faire vite, car cette série comporte beaucoup trop d'épisodes. Oui, 36, j'ai compté. Ok, pour 36, on en a de quoi faire. Bon, reprenons. En 1989 sort sur NES Castlevania 3 Dracula's Curse. Il est le troisième opus de la saga Castlevania et le cinquième de la série, tout support confondu. Cependant, contrairement aux opus précédents, le déroulement de la partie diffère selon le chemin emprunté. En avançant dans le jeu, le joueur peut tomber sur des embranchements débouchant directement par un chemin alternatif vers le château, et certains de ces embranchements peuvent aussi amener le joueur à rencontrer différents personnages, pouvant être recrutés ou non, et devenir un second personnage jouable, pouvant être alterné avec Trevor, en passant par la touche Select, pour choisir le personnage bien sûr. Il est à noter aussi que l'on peut avoir qu'un seul équipier à la fois, et si l'on recrute un nouvel équipier, alors que Trevor est déjà accompagné, l'ancien équipier quitte le groupe. Chaque recrue possède ses propres points forts et points faibles. Son utilité dépend donc de la situation. Ainsi, Grant est plus rapide et peut agir de se déplacer sur les parois, mais son niveau de santé et la portée de son attaque sont assez faibles. Sifia peut invoquer un sort de feu horizontal, un sort de glace et un sort de foudre, mais partage les mêmes faiblesses que Grant. Alucard peut invoquer 3 boules de feu filantes en ligne droite et se transforme en chauve-souris, pouvant ainsi traverser des pins entiers de niveau sans avoir à combattre. Sa transformation pouvait dépendre cependant du nombre de munitions et il ne peut pas attaquer dans les escaliers. Le jeu comporte 4 fins différentes. Elles changent en fonction du personnage avec laquelle le joueur élimine le boss de fin. En 1991 sort sur Game Boy Castlevania 2 Belmont's Revenge. L'histoire se déroule 15 ans après Castlevania The Adventure. Le joueur a donc le choix entre 4 châteaux à explorer dans l'ordre qu'il voudra. Donc le château Plante qui est enrayé par 2 statues jumelles, Gumulo et Nimbler. Je les connais pas, je les ai pas rencontrés. Le château Rocher qui est gardé par le monstre de fer, entité en armure qui devient très rapide une fois qu'elle retire sa protection. Le château Cristal qui est gardé par Ombre Mortelle, un sorcier qui attaque en invoquant la foudre. Le château Nuage qui est gardé par Momie Diabolique, monstre bicéphale qui attaque verticalement. Et une fois les 4 premiers châteaux explorés, et le boss vaincu bien sûr, apparaît le château de Dracula, qui se compose de 2 niveaux à la difficulté conséquente. En 1991, sur Nintendo sort Super Castlevania 4. Il est l'un des premiers jeux de la Super Nintendo, et encore aujourd'hui, qui dépasse largement l'idée simple d'un jeu d'action. Oui, car le gameplay a été rondement étendu. Le héros Simon Belmont peut fouetter dans 8 directions, faire tourner son fouet et peut également se suspendre à des rochers grâce à son arme. Ce fouet revêt 3 formes: le fouet de cuir, le fouet de chêne et le fouet longue chaîne. De plus, il a la possibilité d'utiliser simultanément le fouet initial, un second objet qu'il collectera le long de chaque niveau, un boomerang métallique, des couteaux et des haches à lancer, ainsi qu'une fiole d'eau bénite et une montre capable d'arrêter le temps. Cette dernière étant bien étendue, limitée dans le temps. En 1993 sort Akumajo Dracula
sur ce road truck. À l'instar de Super Castlevania 4, il s'agit essentiellement d'un remake du premier opus, mais étoffe quelque peu l'intrigue avec une cinématique d'introduction montrant que Dracula a été ressuscité par une secte adorateur du mal. Malgré son statut de remake, le jeu se distingue de son prédécesseur en permettant aux joueurs de changer de direction du saut et de frapper vers le bas en diagonale bas aussi, comme sur Super Castlevania 4, mais sans pouvoir faire de même vers le haut, et les niveaux comme le bestiaire ont vu leur level design changer drastiquement ou purement remplacé par d'autres. En 1993 sur PC Engine sur Castlevania Rondo of Blood, cette fois-ci le jeu propose un gameplay plus proche du premier opus que l'épisode précédent. En effet, la possibilité d'orienter le fouet dans toutes les directions a été retirée. Le joueur devra davantage miser sur les armes secondaires comme le couteau ou l'eau bénite, donc faut aller au talent. Oui, bon, le talent fait pas tout non plus, mais malgré un maniement très classique, quelques innovations sont à noter. On est maintenant capable d'exécuter un salto arrière pour éviter les attaques adverses et dispose d'un item crash ou attaque spéciale si vous préférez, qui cause des dommages à tous les ennemis présents à l'écran et à différentes fonctions selon l'arme équipée. Une adaptation de ce jeu a été faite en 1995 sur Super Nintendo en Europe, mais les retouches apportées au système ont peu changé l'expérience du joueur, provoquant une réception mitigée de la critique. Donc cette fois on va parler maintenant d'un jeu qui se nomme Castlevania Vampire Kiss. Oui, mais bon, vu que c'est le même jeu que le précédent, on va pas s'attaquer trop non plus. Ouais bon bah t'as raison, on va pas s'attarder, let's go. En 97 sur PlayStation sort Castlevania Symphony of the Night, et là on va pouvoir parler. Bon par contre j'ai découvert ce jeu là un peu tard, ce n'est pas le premier auquel j'ai joué, pour être franc, je vous l'accorde, mais c'est une tuerie. Cette fois, le jeu fait prendre un tournant à la série en développant un côté RPG, dont une ébauche est déjà apparue dans Castlevania 2 Simon Quest, avec un système de montée de puissance fondé sur l'expérience des niveaux, de sorts et de nombreux objets et armes à récolter, même si je suis pas fan du côté RPG, celui-là ne m'a pas dérangé. L'exploration du château s'appuie sur une architecture à la Metroid. Oui, certaines zones ne sont accessibles qu'après la destruction de blindages caractérisés le plus souvent par des boss, ce qui nécessite plusieurs reprises de revenir sur nos pas après avoir obtenu des techniques particulières. On retrouve dans ce Castlevania des manipulations habituelles réservées aux jeux de combat. En effet, les magies ne s'utilisent pas à l'aide d'un simple raccourci cette fois. Il faut exécuter une combinaison de touches à base de demi-cercle sur la manette pour lancer un sort. Il n'est ainsi pas nécessaire de passer par le menu, ce qui pourrait ralentir l'action du jeu. Et contrairement à la majorité des épisodes précédents, le contrôle du personnage est devenu un peu plus souple. Les sauts peuvent être dosés, la trajectoire en vol est modifiable afin de ne plus suivre la trajectoire strictement parabolique qui interdisant la réactivité en cas de déplacement des ennemis. De plus, l'utilisation des armes et des magies est très rapide, réactive, comprenant au classique fouet. À ces deux points qui ont permis que cet épisode attirait plus un public large. Bon, ouais, que dire sur ce jeu? Bah, il est sorti en 1997 sur Game Boy, alors qu'on a eu le jeu précédent sur la PS1, ouais. Il ressemble d'ailleurs fortement à Castlevania 2 Belmont's Revenge, le premier jeu est sorti sur Game Boy. Donc, passons à la suite. Hein. Alors, celui-là, comment l'aborder? Bon, déjà, c'est un Castlevania. Non, sans deck. Bon, il est sorti en 1999 sur... Allez, dis-le. La Nintendo 64. Voilà, de toute façon, c'est tout est dans le titre, hein, Castlevania 64. On peut incarner deux personnages différents dont le parcours et la personnalité modifient les cinématiques selon le choix du joueur. Cependant, l'histoire principale n'en est pas particulièrement affectée. J'ai pas grand chose à dire, hein, c'est juste le premier jeu 3D également de la franchise, surtout que là cette fois-ci on a quand même des déplacements assez
spécifique, mais comme vous avez pu voir dans la vidéo du Jean du Grenier par exemple, on voit que ce jeu est assez spécial. Pour ma part, moi je n'ai pas encore eu le temps de tester, peut-être un jour, hein, mais il me tente bien quand même. Hein. Surtout avec les fins d'hiver, je trouve que faut faire une action bien spécifique pour avoir enfin la bonne fin, ou la vraie fin, ou encore la fin mauvaise. Et toi, t'en penses quoi de ce jeu? Bah, mis à part que c'est ma partie, hein, bien sûr, que je teste, bah, le jeu en lui-même est pas si mal que ça. Bon, manque de musique, prise en main assez simple, mais bon, la façon pour tuer, taper sur les ennemis, la visée et compagnie, rien à voir. Donc, non, pas simple, pas simple, pas simple, hein, mais bon. J'ai testé, c'est déjà ça. Hein. Après, bah, c'était un jeu de 64. Bon là, attention, c'est exceptionnel ce jeu. Oui, on peut dire ça. Comme ça, ce jeu a été destiné à être le 17e titre de la série Castlevania et également le 3e Castlevania à entrer dans le domaine de la 3D. Mais malheureusement, en 2000, ce jeu sera annulé. On veut bien sûr parler de Castlevania Resurrection. Il y aurait dû sortir sur Dreamcast, mais malheureusement, à l'annonce de la sortie sur PlayStation 2 de Sony, c'était la fin de cette console. Même si une démo est disponible, on voit que le jeu a du mal et que le sortir ainsi n'était pas une très bonne idée à cette époque. En 1999 sur Nintendo 64 sur Castlevania Legacy of the Darkness, l'histoire se situe 8 ans avant les aventures de Castlevania 64. Cet opus comprend des éléments genre Survival Horror en plus des pièges et dispositifs narratifs de l'horreur gothique. Les joueurs sont souvent placés dans des situations qui peuvent évoquer des sentiments de stress, anxiété et vulnérabilité. On peut le ressentir au fil du jeu je pense, mais la caméra pour moi reste un petit souci ainsi que la manette de 64 pour ce style de jeu, mais il est quand même cool. Ouais, pas grand chose à dire sur celui-là. Pas grand chose à dire dessus, hein. Passons au suivant. Alors. Là, on va parler de ta console portable de cœur si je ne m'abuse. La GBA, tu veux dire? Eh oui! Donc c'est sorti en 2001, Castlevania Circle of the Moon. Il porte le nom de jeu style Metroidvania et fait partie des jeux de lancement de la console et du premier épisode de la série sur Game Boy Advance. Il reprend les principes du jeu de Castlevania Symphony of the Night en incluant les éléments de jeu de rôle et d'exploration du château, malgré la liberté d'action, la progression du jeu reste assez guidée. De nombreuses zones nécessitent un objet ou pouvoir particulier pour être visités, qui sont en général obtenus en vainquant des boss. Et en plus, le jeu propose du contenu au-delà de la fin du jeu. Une zone appelée l'arène de combat où il faut enchaîner 17 salles remplies d'ennemis sans pouvoir utiliser de magie est disponible et il permet aussi d'obtenir des meilleurs objets du jeu. Et en battant le boss de fin, il est possible de recommencer le jeu dans 4 modes différents. Tada! Alors là, on repart dans le passé. J'aimerais bien aussi, moi. Comme ça, on rentre à la maison. Pour le moment, on est là. En avant, s'il te plaît. Oui, Capichef. Bon, ce jeu est en fait une ressortie du jeu de 1993. Donc, pas trop de changements. C'est juste que cette fois-ci, il est disponible sur PS1 en 2001, tout simplement. Encore sur GBA, cette fois, en 2002. Et on a eu droit à Castlevania Harmony of the Dissonance. Le gameplay d'Harmony of the Dissonance suit le modèle établi dans la réinvention de la série avec la sortie de Castlevania Symphony of the Night à fond. Le jeu est un action RPG 2D. Il reste dans la lignée des jeux où l'on peut récupérer des accessoires et améliorations au fil du jeu et des boss vaincus et les allers-retours pour accéder à des zones qui étaient inaccessibles avant. Un petit jeu comme on les aime au final. Facile à prendre en main, passionnant niveau histoire, comme tous les autres d'ailleurs, et un plaisir musicalement parlant. Sort ensuite Castlevania Aria of Sorrow, toujours sur Game Boy Advance, et le principe reste le même. J'ai pas encore joué à ce jeu pour l'instant, j'essaie de me le procurer, ou encore de jouer encore sur l'émulation, donc en 2004 sur PS2, on a le droit à Castlevania Lament of the Innocents. Et vu qu'il se déroule en 1094, ça fait de ce jeu le tout premier épisode chronologiquement parlant de la série Castlevania, remplaçant de Castlevania Legend qui est exclu de la chronologie officielle.
Oui, de nombreux autres épisodes de Castlevania, Léon Belmont se bat avec un fouet possédé, les armes secondaires habituelles qui utilisent des cœurs et se combinent avec des orbes magiques qui changent leur effet. Indos également de pouvoirs magiques qui utilisent des points magiques. Deux autres personnages sont débloquables en finissant le jeu, Punky et Joachim. Au final, les jeux se ressemblent tous, mais graphiquement parlant, ils sont tous différents. Et l'histoire change en selon des périodes chronologiques aussi. Cette fois, en 2005 sur Nintendo DS, ce qui m'a surpris d'ailleurs, sort Castlevania Dawn of Sorrow. Tout à fait. Et il est la suite dia de Castlevania Aria of Sorrow. Le fait de pouvoir utiliser deux écrans est surprenant car l'écran supérieur de la console affiche la carte ou les informations sur le personnage que l'on incarne, l'écran tactile étant utilisé pour dessiner des figures géométriques destinées à emprisonner les boss et à détruire certains blocs, à l'écran à contrôler les familles pour que le joueur invoque. Mais après, ça reste un bon Castlevania, faut juste s'habituer à la prise en main de la console. Sur PS2 et Xbox en 2005 sort Castlevania Curse of the Darkness. Chronologiquement, l'action prend place 3 ans après Castlevania 3 Dracula's Curse, sorti sur NES en 1989. C'est un jeu qui suit le style de Lament of Innocence. Avant lui, il est censé différer de son prédécesseur de plusieurs façons, y compris un style de jeu action-aventure plus complexe, un peu comme Symphony of the Night et Aria of Sorrow. Voilà. En 2006, sur DS, sort Castlevania Portrait of Ruin. Il mélange exploration plateforme et le jeu de rôle. L'écran supérieur de la console affiche la carte ou des informations sur les personnages qu'on incarne. L'écran tactique, contrairement à Castlevania Dawn of the Sorrow, ne permet plus de dessiner des sauts magiques visant à détruire un boss, mais permet d'effectuer plusieurs commandes dans un mode annexe du jeu, le Sister Mode. Et cette fois-ci, vous contrôlez non pas un, mais bien deux héros. Un garçon, Jonathan Morris, descendant de la famille des Morris, lié à la famille des Belmont, et une jeune fille, Charlotte Olin, magicienne expérimentée et amie d'enfance de Jonathan. Tout au long du jeu, vous devrez user des talents de chacun pour passer les salles. Vous pouvez par exemple utiliser votre partenaire pour sauter plus haut pour atteindre des plateformes inaccessibles auparavant, ouvrant ainsi de nombreux passages. Là ça va être rapide car c'est une compilation sortie en 2007 sur PlayStation Portable et cette version est adaptée sur PS4 en 2018 sous le titre de Castlevania Requiem. Le jeu réunit 3 épisodes dont la version originale de Castlevania Roundon of the Blood qui n'avait pas connu jusqu'à là de sortie en dehors du Japon, un remake exclusif de ce même jeu, puis la suite directement nommée Castlevania Symphony of the Night sur PS1. Ah oui, ça a été rapide tout ça, dis donc. Et là, regarde, ça va être encore plus rapide. Ok, fais voir ça. En 2007 sort Castlevania Order of Shadow sur, attention, tiens-toi bien, Tu m'as fait peur. sur mobile, et le jeu est moche, désolé. Voilà, fini. Bah dis donc, c'était expéditif, hein. Bon, cette fois-ci, on va parler d'un vrai jeu. Oh, chouette. En 2008, sur DS sort Castlevania Order of Accessia. Il s'agit du 3e opus de la série sur Nintendo DS après Portrait of the Rings et Dawn of the Sorrow. Comme tous les jeux Castlevania sortis sur console portable et comme la plupart des Castlevania sortis en général, Order of Accessia est un jeu de plateforme aventure mêlant, comme avec les versions récentes, une approche RPG. En effet, lors des combats, Saona, le nouveau personnage, gagne de l'expérience, des niveaux et devient plus forte et plus résistante. L'originalité de cet opus réside dans l'application de glyphes. En effet, ici il n'est plus question d'armes physiques comme le fouet ou l'épée. Shanoa est capable, grâce au tatouage qu'elle porte dans son dos et sur les 2 bras, d'ingérer des glyphes qui sont en fait des sources de pouvoir magique. Lorsqu'elle réussit à récupérer un, elle a instantanément le pouvoir d'utiliser sa magie. Ainsi par exemple le glyphe Sicard lui permet d'utiliser une épée. On peut équiper une glyphe au bras droit et au bras gauche et dans le dos. En 2 glyphes
peuvent être fusionnés pour une puissance accrue, par exemple l'utilisation du glyphe phallus et ignis le faux et le feu si vous préférez, hein. En même temps donner une puissance, coup de lame enflammé, c'est un plus au jeu. Alors, comment décrire celui-là? Bon, déjà, changement radical niveau console, car ce jeu est apparu sur Wii en 2009. Fini les Metroidvania, donc on a l'habitude et bienvenue à... Castlevania Judgment, qui est un jeu de baston. Ouais. On peut tenter hein, de lui laisser un peu sa chance. Ouais, bon. Il finit l'aventure et les allers-retours dans un château immense à la recherche d'amélioration et d'objets secondaires. Là, on se tape dessus, avec certes les personnages les plus connus de la franchise Castlevania. Et puis c'est tout en fait, hein. Ouais, bon d'accord, il n'a pas eu de chance ce jeu-là. Entre deux, avec tous les opus de la saga qu'il y a, c'est bien normal qu'il peut y avoir un petit peu des builds par moment. En 2009, toujours sur Wii, sort Castlevania The Adventure Rebirth. Il s'agit d'un remake de Castlevania The Adventure sorti en 1989 sur Game Boy. Vous suivez toujours Bien que reprenant la trame et le héros de Castlevania The Adventure, Adventure Rebirth est un remake complet qui n'a quasiment rien conservé de l'original. Le déroulement est différent, les niveaux ne sont pas les mêmes, tout comme les boss d'ailleurs. Seulement quelques ennemis ont été conservés, comme les globes oculaires, et la plupart des ennemis classiques comme les squelettes, les têtes de méduses ou les chauves-souris qui étaient absents de l'original sont réintégrés. Le premier jeu sur Game Boy se démarquait également des volets classiques par l'absence d'escalier et d'usage de cornes. Ces à propos spécifiques ont été supprimés et les escaliers réintégrés, ce qui modifie grandement le level design. Le jeu original ne proposait également aucune arme secondaire et le feu perdait de sa puissance après chaque coup reçu par le joueur, ce qui n'est pas le cas de Adventure Rebirth. Et là on retrouve donc un bon jeu Castlevania, même si c'est un remake, il est top. Bon, j'avoue, en 2009 sur bande d'arcade est sorti Castlevania The Arcade, je m'attendais pas à ça en fait. Comment on... Attends, sérieux, t'es sérieux? Comment ont-ils osé faire cette série ce style de jeu? Ah oui, c'est devenu un rail shooter maintenant? On n'est plus dans Castlevania, on est maintenant dans Metroid ou quoi? On perd le goût de l'aventure dans ce jeu, bien content de ne l'avoir jamais testé, car c'est pas un Castlevania pour moi. Même si l'on gardé le personnage, mais ça n'a rien à voir. En 2010 sur Xbox 360, PS3 et PC, sort en 2013 Castlevania Lord of Shadow. Oh, ça me dit quelque chose ça. Ah, attends. Ah, mais tu cherches quoi? Ah, j'ai trouvé. Je me disais bien, regarde. Je me disais bien que Jetous ils avaient en physique. Ah ouais quand même. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On va commencer par le premier. Et on trouvera un moyen pour rentrer, t'inquiète. Même si bon, on n'est pas près de rentrer, je te rappelle, hein, mon pauvre Jet. Navré de t'avoir coupé au fait, hein. Reprenons. Donc, Castlevania Lord of Shadow est développé par Mercury Steam et édité par Konami. C'est un jeu d'action-aventure qui s'éloigne mécaniquement des opus précédents de la série, qui s'inspire plutôt de nombreux éléments ayant fait succès de séries de jeux tels que God of War ou Devil May Cry ou Shadow of the Colossus. Et les zones explorables de Lord of Shadow sont divisées en différents niveaux répartis sur 12 chapitres, qui est possible de revisiter par la suite pour acquérir divers power-up ou pour relever de nouveaux défis. Ils sont linéaires et laissent peu de place à l'exploration malheureusement. Les combats, parlons-en. Hormis plusieurs phases d'acrobatie, Lord of Shadow fait la part de belles effets de combat. Gabriel Belmont, le personnage que le joueur contrôle, peut exécuter deux types d'attaques basiques avec sa croix de combat et à courte portée, mais puissant ou à longue portée, mais faible. Chacune peut être réalisée autant sur le sol que sur les airs. Pour diversifier l'expérience, de douzaines d'enchaînements sont possibles, bien que pour les frappes
les plus destructrices doivent être débloquées à dès leurs points d'expérience accumulés. Pouf, excusez-moi. Disons qu'avec tout ce qu'on est en train de traiter sur Castlevania, oh la vache. Et pour pas simplifier, il faut aussi ajouter à cela la magie de la lumière et la magie de l'ombre. Lorsqu'elles sont activées, leur principale fonction est pour la magie de la lumière de régénérer des points de vie du joueur à chaque coup porté sur un ennemi. Et pour la magie de l'ombre, d'augmenter les dommages de chaque frappe. Ces deux magies sont complémentaires et le joueur pourra les utiliser pour autant qu'il possède l'énergie nécessaire, en alternant selon qu'il soit à la défensive ou à l'offensive. L'énergie nécessaire pour les utiliser peut être recueillie dans certaines statues ou bien en frappant les ennemis lorsque la jauge de concentration est pleine. Pour devenir concentré, le joueur doit asséner des coups variés à ses ennemis sans se faire toucher. De nouvelles compétences peuvent aussi être débloquées à l'aide des points d'expérience pour la magie et finalement le joueur peut agripper et lancer les ennemis. En dehors des combats, plusieurs puzzles parsèment l'aventure de Lord of Shadow et le joueur est possible d'acheter la soluce de chacun d'entre eux, mais doit renoncer quand même par la même occasion à la récompense qui consiste à un nombre variable de points d'expérience. Mais si ce jeu change du tout, il reste un bon jeu. Du moins moi j'ai bien aimé. T'en penses quoi? Pour ma part, je dirais que j'adore Lord of Shadow. Disons que la première fois que j'avais acheté ce jeu, j'étais un petit peu curieux à ce moment-là. Bon, j'avais déjà vu ce qu'était déjà un Castlevania avant, mais pour un Castlevania style à la God of War, franchement, il est super génial. Et aussi, on passe un bon moment, on a une vraie aventure digne, vraiment, comme si on avait vu, par exemple, Van Helsing également, avec Hugh Jackman, par exemple, j'avais ressenti un petit peu ça, mais en mode vraiment aventure. Et honnêtement, j'avoue que, c'est un jeu que je recommande chaudement, même si bon, faut vraiment aimer les styles God of War, enfin, surtout leurs premières années, car, croyez-moi, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Et on a des personnages vraiment attachants que c'est difficile de s'en séparer. En août 2010, disponible sur les plateformes de téléchargement PlayStation Network et Xbox Live Arcade, sort Castlevania Harmony of Despair. Il s'agit du premier opus qui donne la possibilité de jouer en multijoueur en ligne. Et que dire, mis à part que c'est un jeu surcoté, comme à l'époque de la GBA, mais cette fois-ci, la carte où le château est représenté en entier, ce qui permet de voir le chemin à emprunter pour se rendre au boss et se préparer aux différents ennemis présentés. Et ce principe est de pouvoir voir la carte entière et de se déplacer en même temps, et c'est sympa. En 2013 sur DS, puis sur les plateformes Xbox Live et PlayStation Network sort Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate. Il s'agit de l'épisode qui fait le lien entre Castlevania Lord of Shadow 1 et 2. Contrairement au premier Lord of Shadow qui proposait une jouabilité en 3D intégrale, Mirror of Fate propose une jouabilité en 2D, avec des décors et des personnages modélisés en 3D. Le jeu se déroulera dans le château de Dracula, comme d'hab, à des époques différentes selon les protagonistes incarnés. Les interactions avec le décor entreprises dans le passé auront des incidences auprès des personnages évoluant dans une époque future. Le jeu alternera des phases de combat et des phases de plateforme. Le joueur pourra prendre contrôle de 4 personnages à tour de rôle issus des précédents Castlevania. Chacun dispose d'une jouabilité propre, mais attention, même s'ils disposent de noms déjà connus, les personnages n'ont rien à voir avec leurs anciennes versions. Considérez-les comme des reboots. La version de Lord of Shadow ont quand même osé rebooter quand même un petit peu la franchise d'origine. Et enfin, sur PS3, Xbox 360 ainsi que PC, en 2014 sort Castlevania Lord of Shadow 2. Il s'agit d'une suite directe de Castlevania Lord of Shadow. Tout comme le premier opus Lord of Shadow, c'est un jeu d'action-aventure mêlant les phases d'exploration, de combat, d'énigmes, ainsi que d'infiltration. Contrairement à son prédécesseur, cette suite propose une caméra libre, autant le joueur ajuster celle-ci afin de profiter des décors et de mieux gérer les combats. A l'image de la croix de combat issue du premier épisode, la nouvelle arme de prédilection de Gabriel est le Blood Whip. Il offre un système de combo classique basé sur des attaques légères et lourdes à l'image de God of War. Le système de magie fait en revanche peau neuve. De par sa nouvelle condition de vampire, le sang de Dracula permet à Gabriel de régénérer lorsqu'il tue des ennemis ou exécute un recombo.
Il peut également contrôler les mortels et se transformer en brume afin de traverser les rilles et autres obstacles. Par ailleurs, il lui est possible d'invoquer deux autres nouvelles armes. Void, une rande épée redonnant à la vie après chaque coup, et Chaos, des riffs acérés et capables de briser les défenses des ennemis. Des armes qui ne sont pas rappelées Bayonetta ou Devil May Cry, justement. C'est peut-être pour ça que j'aime bien ce jeu au final. Pouf, oh, ben, bordel, il y avait de quoi dire, hein. Bon, on va aller où maintenant? Aucune idée. Seule la suite de l'aventure nous le dira. Et j'imagine qu'on aura encore des portails. Tu as peut-être raison, mais bon, on verra. Allez, continue. Wouhou! Allez, motivation! Ouais, ne discute pas. En route pour l'aventure. Salut. Salut, chef. Ça fait un moment. Oui, ça fait un longtemps que je t'ai pas rappelé. Ça fait un beau moment. Et je n'aime pas errer sur cette terre. Que puis-je faire pour vous? J'ai une mission pour toi. De quelle mission s'agit-il? Va essayer de me retrouver ces pierres. Avec grand plaisir. Par où je commence? Je pense avoir une petite idée, mais je ne sais pas. Et surtout que là, cette fois-ci, tu pourras enfin dégommer celui à qui t'as tout pris. Y compris même ton identité. Dans ce cas, ce sera avec le plus grand des plaisirs.